2, 1. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici André Fauteux de la Maison du 21e siècle en ce jeudi 18 mai 2023. Très heureux d'avoir Denis Boyer, le directeur de l'efficacité énergétique chez Éco-Habitation. Denis, tu es ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs, c'est ça? Oui. Merci d'être là. On va expliquer que tu as deux écrans. Là, tu ne veux pas te donner un torticolis, oui. Ouais, c'est ça. Je te remercie d'être disponible, Denis. Aujourd'hui, on va parler de géothermie. On voit souvent des programmes qui vont et qui viennent. J'ai fait un article en 2012 comme quoi Hydro cessait de subventionner la géothermie. Et puis là, on est de retour avec le programme Logivert et un programme qui va être lancé cet été qui va s'adresser aux gens dans le résidentiel pour la rénovation. Mais quand on clique sur entreprise de construction, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres subventions, incluant le chauffe-eau solaire, mais la géothermie également. Et ce qu'on a été surpris de voir, c'est que pour la géothermie, ils vont donner 750 par 1000 BTU par heure. Alors ça, c'est des unités de chauffage britannique, le BTU. On dit qu'il y a 12 000 BTU dans une tonne de chauffage, c'est ça? Ouais, ben, moi, personnellement, j'aime pas beaucoup les BTU puis les tonnes, là. Je parle en kilowatts. Ah, C'est OK. toujours plus parlant pour moi. En tout cas, je suis habitué comme ça. Je suis habitué avec le système international. Donc, une tonne, c'est essentiellement 3,5 kilowatts. Donc, puis 12 000 BTU, c'est une tonne. Donc, 12 000 BTU, 3,5 kilowatts. Ce 12, qu'on paye à Hydro-Québec, c'est des kilowatts puis des kilowattheures, pas ouais. des. Donc 12 000 fois 3,5, on aurait 42 kilowatts, c'est ça? Euh, On parle de kilowattheure dans ce cas-là. attends, je ne suis pas sûr. 12 000 fois Tu dis 3,5? qu'il y a 3,5 kilowattheures, tu veux dire? Non, non, Kilo, kilowatts. kilowatt. Une tonne, c'est une unité de puissance. Ouais, Les BTU, en fait, il ne faut pas dire des BTU, il faut dire des BTU par heure. par OK, c'est heure. 12 000 BTU par heure. Ouais. Donc, ça revient à 12 000, c'est essentiellement 3,5 kilowatts. Puis, je pense que tu mentionnais pour 5 tonnes, ça revenait à un certain montant qui donnait. 5 tonnes, c'est 17,6 kilowatts environ. 17,6 kilowatts. Donc, quand on dit 3500 watts, là, c'est quelques plaintes de 1000 watts, 1200. Mais ce qui Oui, c'est est ça. intéressant, c'est que si on parlait de 5 tonnes, ça revenait à 42 000 de subvention. Et puis là, la grosse question, c'est voir est-ce que c'est trop généreux? Parce qu'il y a un constructeur qui m'a dit, un entrepreneur en géothermie qui m'a dit qu'ils vont payer l'essentiel de la subvention, mais tantôt, Sandrix Bouchard, le porte-parole d'Hydro, m'a dit qu'ils vont payer 50 à 60 du montant total d'un projet. Et là, la question, c'est à savoir, est-ce que c'est la meilleure façon d'investir l'argent d'Hydro-Québec pour baisser la consommation, entre autres la consommation de pointe? Donc, la géothermie, quand est-ce que c'est rentable pour toi? Avant les subventions, premièrement, quand est-ce que c'est intéressant dans le petit résidentiel? Dans, dans le petit résidentiel, En bas de 5 000 pieds, ah, comme disons, là, une maison. ouais, sans subvention, je pense que il y a des bonnes chances que même en général, le coût de l'énergie au Québec n'est pas très élevé. Dans le petit résidentiel, on n'a pas besoin de payer pour la pointe. OK, donc, Il n'y a pas de tarif en ce moment en période de pointe plus élevée. Ouais. ouais, donc, ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas non plus, tu sais, on a le droit d'utiliser les premiers 50 kilowatts. Et les petites maisons, il n'y a personne qui utilise proche de 50 kilowatts dans le petit résidentiel. Donc, il n'y a pas Ouais, ouais, cette pénalité. ouais. Donc, les gros bâtiments qui ont une puissance de 50 000 watts, eux, ils ont une pénalité. Oui,
Ben, en fait, si c'est un bâtiment plus gros, puis tu as une facture qui va dépasser, mettons, 100 kilowatts. Bon, ton 100 kilowatts, tu vas le payer, en fait, durant toute l'année. Pas tout à fait, là, mais il va y avoir une pénalité, même en été, parce que Hydro-Québec doit avoir une infrastructure pour te livrer ce 100 kilowatts-là quand tu en as besoin. Cette infrastructure-là est là tout le temps. Donc, c'est normal qu'il y ait un prix à payer pour avoir accès à cette grande puissance. Ben, 100 kilowatts, ce n'est pas une très, très grande puissance, mais c'est considérable. Donc, c'est tout à fait normal. Pour les petites résidences, il n'y a pas cette, euh, cette notion là, de payer pour une plus grande puissance. Donc, euh, c'est juste la question de l'énergie. Donc, il faut juste payer l'énergie. Le coût de l'énergie au Québec est quand même, on est chanceux, là, on ne paye pas cher pour l'énergie. C'est bon, en même temps, ça n'encourage pas, mettons, l'efficacité énergétique. Et ce que ça fait, c'est que si on met un système qui est très, très performant, comme la géothermie, mais qui est coûteuse, l'infrastructure de la géothermie, c'est assez coûteux. C'est difficile de récupérer son investissement. Ça peut prendre vraiment peut-être quelques décennies. Puis il va y avoir de l'entretien pendant ce temps-là, donc ça va retarder un peu la période de retour sur investissement. Donc, pour le petit résidentiel, ce n'est pas très intéressant, à moins peut-être de se mettre à plusieurs résidences, puis d'avoir comme un réseau qui desservirait plusieurs résidences. Donc, la géothermie, c'est intéressant quand on a le nombre. Même à deux maisons, ça commence à être plus intéressant. Oui, ben clairement. Puis c'est très, 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 très performant. Il y a moyen d'avoir des coefficients de performance de l'ordre de au moins 3,5, 4. Ça ne dépend pas de la température extérieure. OK, là, il faut Euh, expliquer ça pour monsieur, madame, tout le monde. Si on dit un coefficient de performance de 3 pour 1, ça veut dire que c'est 3 fois plus efficace qu'une plainte qui est à 100% d'efficacité. Mais ça, c'est pas tout l'hiver par grand froid, c'est pas le cas, hein. On dit souvent que ça réduit la facture des 2 tiers, mais sur le ah terrain, non, on m'a dit ouais, souvent en fait, 50 à 60% l'économie d'énergie avec la géothermie. plus que 60. Le coefficient de performance de la géothermie ne dépend pas de la température extérieure dans la mesure où, ben, OK, je vais le dire à l'envers, il dépend de la température extérieure dans la mesure où, quand il fait assez froid, à un moment donné, normalement, on ne le dimensionne pas pour qu'il puisse subvenir à tout le besoin d'un bâtiment parce que ça coûterait trop cher pour très peu de temps. Donc, Ouais. durant les périodes de grand froid, la machine, elle marche aussi bien, elle marche parfaitement, le même coefficient de performance, sauf que là, il faut ajouter un peu de chauffage d'appoint qui normalement serait, par exemple, juste de l'électricité. Donc, ça va rajouter un petit peu de pointe, mais il y a une grosse partie de la pointe qui est effacée quand même. Donc, globalement, ça va réduire un peu l'efficacité, mais disons que l'efficacité est diluée par le fait qu'on utilise de l'énergie efficace à 100% des plaintes électriques, par exemple. Ouais. Mais le système géothermique, lui, il garde son efficacité, peu importe la température extérieure. OK, oui, effectivement, j'ai parlé à ton collègue Martin Roy, l'ingénieur, tantôt, qui me disait que typiquement, ils vont dimensionner le système pour aller chercher 70% des besoins à moins 25 Celsius. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas 70% de tous les besoins de chauffage au cours de l'hiver, juste par grand froid. Donc, il y aurait un élément électrique qui allumerait quoi à 5% du temps environ? OK. Ben, par exemple, pour Montréal, à Montréal, la température de design, là, de conception pour la région, c'est environ -24. Je pense que c'est rendu à -23 selon les dernières données d'AHV. Donc, c'est très, très rare qu'il fait en bas de -25. Même Ça en bas. arrive. L'hiver passé, ben, l'hiver qu'on vient juste d'avoir, je pense que c'est au mois de janvier, il a fait -29 à Montréal. Mais ça arrive en moyenne moins de 35 heures par année sur 8760. Moins de Et donc, il n'y a 35 pas heures, beaucoup d'heures. moins de 35 heures sous moins 25?
il y a environ 35 heures par année où il fait en bas de la température de design qui est à peu près -23 ou -24. Et donc, ça ne sert à rien. Il a fait -29 durant l'hiver. Ça ne sert à rien de concevoir le système pour qu'il puisse subvenir à des besoins -29. Ça arrive presque jamais. Le système est trop coûteux. Il serait sous-utilisé si on le dimensionnait pour qu'il serve dans les pires cas. Oui, parce Donc, que on, le- faut- on regarde c'est quoi le besoin général en tout, en termes de puissance là, de calorifique ouais, à une température de design. Habituellement, c'est la température de la HUE 99,6% du temps, donc c'est 35 heures par année en bas de cette température-là. On regarde c'est quoi le besoin euh, et on prend entre 60 et 80 de ça maximum. Le maximum qu'on va prendre, c'est 80 de cette charge-là pourrait être fournie par le système géothermique. Habituellement, c'est plus comme 60 ou 70, comme le dit mon collègue. Donc, euh, euh, donc, donc, c'est ça. Ça fait en sorte que le système va être un peu plus petit, il va coûter moins cher, il va être plus rentable sur sa période d'utilisation. Il va être très, très, très rentable, essentiellement comme 80 du temps, il va subvenir aux besoins complets du bâtiment. Puis quand il fait un peu plus froid, bien là, on peut avoir autre chose. Autre chose, ça peut être plainte électrique. Ça pourrait être un poêle à granules qui part juste quelques heures par année. Ça pourrait être une batterie thermique qui fournit l'énergie pendant cette période-là. Donc, il y a toutes sortes de façons. Ça pourrait être de l'eau chaude qui a été emmagasinée euh, donc, tu parles de batterie thermique parce grâce que au les gens doivent soleil, par exemple. comprendre. Il faut que les gens comprennent que Pardon? Hydro donne une subvention justement pour un accumulateur de chaleur, là. Oui, oui. Il donne 10 000 donc la batterie thermique, c'est ça, les gens connaissent moins, mais c'est vraiment intéressant quand on a des conduits. Juste mettre aussi les choses en contexte, évidemment, on puise l'énergie du sol qui est à une température stable de 10 degrés Celsius autour de, sous la ligne de gel. Et quand on surdimensionne le système pour aller chercher au-delà de 80 des besoins de chauffage, c'est là qu'il faut forer davantage. Et c'est le forage qui coûte le plus cher, hein. C'est ça, oui. Oui, puis euh, c'est très coûteux. Peut-être ça permettrait d'éviter encore plus de pointes, mais le mieux, ce serait d'éviter une grosse partie de la pointe, puis le reste, soit qu'on dit, OK, si tout le monde fait ça, si par exemple dans des bâtiments existants, on faisait ça à travers le Québec, soit pour des maisons unifamiliales, toutes seules, mais là, ce n'est pas très rentable, soit en les combinant, soit pour des grands bâtiments, d'avoir de la géothermie. C'est des barrages au complet. L'énergie potentielle qu'on peut récupérer, c'est des barrages de négawatts qu'on peut aller chercher. Puis ça fait partie normalement de l'arsenal de toutes les solutions disponibles là, aux autorités gouvernementales pour euh, ne pas avoir une catastrophe, soit en termes d'émissions de GS, soit en termes du réseau qui pourrait faillir éventuellement parce qu'il y a une demande trop élevée. En période de pointe, c'est ce qu'Hydro craint, en tout cas le gouvernement. Hydro dit ce qu'ils ne craignent pas, mais le gouvernement dit que Hydro et des experts ont dit qu'ils ont besoin de 100 à 120 TWh d'ici 27 ans, là, 2050, ce qui est un demi-hydro minimum de plus. Et là, c'est de voir est-ce qu'on met des centrales nucléaires à 6 TWh, des grands barrages à 6, à 9. Puis l'éolien, c'est juste 2 ou 3, puis le solaire, c'est juste un. Donc, j'en parlais tantôt avec Martin qui disait, ben, en fait, le gros problème, c'est la pointe, justement. Donc, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne subventionnerait pas plutôt des batteries pour réduire en période de pointe, pas juste le chauffage, là, mais aller maximiser l'étanchéité et mettre des thermopompes RR. Et un entrepreneur me disait, le RR, tout est inclus avec des conduits dans une maison, disons que le système est 20 000 Là, la géothermie, typiquement, serait 20 000 de plus. Donc, c'est quoi le meilleur investissement
pour réduire la pointe, parce que les futurs barrages, c'est vraiment pour la pointe qu'on veut les construire, parce que le reste de l'année, Hydro, il y a des surplus. Ben, le problème avec les systèmes air-air, c'est que plus il fait froid à l'extérieur, moins ils sont efficaces. Puis il faut un système complet qui serait, dans ce cas-ci, donc la pointe serait essentiellement le système au complet. Il devrait avoir la puissance totale pour répondre à la demande par exemple, à -29, moi j'ai une thermopompe chez nous, climat froid, à -29, ça ne marchait plus, là. Ouais, Et moi, donc, il y a peut-être des thermopompes qui peuvent encore aller chercher un peu d'énergie, mais là, c'est beaucoup moins efficace. il y Donc, en a qui s'éteignent ou ils tombent en erreur parce qu'ils ne sont même pas programmés pour reconnaître en bas de -24, justement. Mais moi, je chauffe au bois, je suis à la campagne. En ville, on peut quand même avoir des granules, comme tu disais, ou des poêles EPA pour la pointe. oui, mais selon moi, la première solution, pas pour les nouveaux bâtiments. Les nouveaux bâtiments, c'est simple, on les fait efficaces. Pas selon le code, on les fait comme 3 fois selon le code. OK, il Ou faut, même au-delà de ça ne coûte pas cher. OK, c'est juste un petit investissement de plus. Hydro-Québec peut-être pourrait aider davantage là, pour aller chercher des je niveaux de t'arrête parce que performance qui font en sorte que justement, on n'a je t'arrête. presque pas besoin. Ouais, mais je Pardon? t'arrête. Tu dis 3 fois le code. Le code, c'est presque R25 les murs. Tu dis que tout le monde devrait avoir des murs à 60, 70, 75. Non, absolument pas. Trois fois le code pour certains éléments. Les éléments les plus importants, je dis 3 fois, c'est un chiffre que j'ai sorti comme ça, Toi, les mais pour valeurs, illustrer, tu construis aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu mets sous la dalle, puis les murs, puis le plafond comme valeur? la, la première chose que je fais, c'est que je mets des bonnes fenêtres. C'est là que, si on regarde, si on prend une maison au complet, on vient de faire l'exercice là, chez Cooptation. Donc, si on prend une maison au complet puis qu'on regarde où s'en va l'énergie, c'est par les fenêtres. Quand Donc, on va mettre des bien meilleures fenêtres, où s'en va l'énergie, c'est encore par les fenêtres. Il faut mettre des excellentes fenêtres. puis les plus grosses C'est pertes là, de c'est là que ça se passe. ouais. Après, il y a l'étanchéité. L'étanchéité est pas mal important. Je l'ai sous-estimé pendant longtemps, mais je me rends compte en faisant toutes sortes de simulations énergétiques que, oups, ouais, il y a pas mal d'énergie qui passe par là. Ouais. Mais les fenêtres, c'est catégoriquement l'endroit le plus important à- à améliorer. Ouais, Puis parce qu'on les murs, on peut passer de 25 à 30 à 40. Ça ne fait pas tant de différence que ça en bout de ligne. Ça aide, ça nuit certainement pas. Mais si on a de l'argent à investir, c'est d'abord et avant tout dans les fenêtres. On peut réduire le pourcentage de fenêtres sur la maison. Ça coûte pratiquement rien. En fait, c'est ça un, économise beaucoup d'argent. c'est On un réduire crédit. la superficie. Oui, c'est un crédit qu'on a en rapetissant la superficie de fenêtre parce que ça coûte moins cher un mur opaque qu'un mur transparent. Donc, on peut réduire la superficie de fenêtre, mais on peut aussi euh, améliorer les qualités du vitrage. Donc, avoir un vitrage triple minimum. On est au Québec, on devrait avoir, ça, je suis content d'avoir euh, une plateforme là, pour le dire, on devrait avoir que du vitrage triple dans toutes les maisons au Québec. Ouais. Ça change pas mal de choses, ça change le confort, ça réduit la consommation d'énergie, ça réduit énormément la pointe, ça réduit les bruits de l'extérieur. Donc, ça a des propriétés acoustiques incomparables comparées à du double vitrage. Donc, c'est ça. Il y a vraiment pratiquement que des avantages. Le seul désavantage, c'est que c'est un peu plus coûteux, mais pas très. Et Bon, donc, ça vaut quand même la peine. moi aussi, Quand c'est quelque chose de neuf, OK? Donc, quand on a le choix maintenant entre deux produits, pour l'instant, il n'y a rien. On est dans les plans. C'est le temps, on met du triple vitrage. Ça devrait être à travers tout le Québec. Comme minimum, on peut mettre du quadruple vitrage si on veut, mais pas du double. ouais. Je sais que le trip, moi aussi, j'ai vu la prise d'études du fédéral, là, rénovation, construction, ça va vraiment bien se payer. Est-ce que tu mettrais une ou deux pellicules faible émissivité, là, la fameuse poudre d'argent qui est vaporisée sur la face extérieure du Ouais. visage intérieur pour réfléchir l'infrarouge? Il faudrait voir le contexte. Normalement, je mettrais deux.
Ça ne vaut pas la peine d'en mettre plus que deux, là, mais normalement, je mettrais deux. Deux pellicules, Euh, même au sud. Deux, Pardon? deux pellicules faible émissivité, toutes les faces ou pas au sud? Ben, ça dépend. Même bon, au sud, pour améliorer les gains solaires en hiver, on est tenté de laisser entrer plus de soleil, donc avoir moins, donc, un coefficient de gain solaire plus élevé, donc moins de couches à faible émissivité. Mais il peut y avoir des cas où, OK, c'est le sud, mais on a besoin quand même de se protéger. Par exemple, si on n'a pas de protection solaire, si on n'a pas accès à des pare-soleils ou des prolongations de toit ou au-dessus de la fenêtre, le balcon de l'étage du dessus, le soleil en été va rentrer. Il est en angle assez important, mais il va rentrer, puis il va faire mal. Là, on va souffrir. Donc, à la limite, peut-être si on a de la clim, c'est un peu moins grave, mais il faut être capable de bloquer le soleil en été. Et Même de donc, mai ça à dépend un septembre. petit peu du contexte. Ouais. Pardon? Même de mai à septembre. Avant de revenir à la géothermie, dis-moi, au grenier, sous la dalle, tu vas isoler combien si on chauffe ou non une dalle aussi? Ben, sous la dalle, moi, je mettrais toujours minimum R20, mais je n'irais pas tellement au-delà de ça. Sauf peut-être si j'avais un plancher chauffant, que là, j'irais peut-être un petit peu plus, comme R30. Parce que nos bouquets Euh, peuvent R15 si on la chauffe. Hein. ouais. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie qui passe par là, surtout si c'est une dalle chauffante. Mais je n'irais pas R60 ou R100. Il y en a qui veulent faire des maisons dites passives, là, comme Passivhaus. Puis ils Ouais. mettent beaucoup trop d'épaisseur là-dedans. Je pense que la planète ne va pas nécessairement mieux se porter. Puis ça Ouais. devrait toujours être le but. Quand on décide qu'est-ce qu'on va mettre autour de l'enveloppe, on devrait toujours se poser, est-ce que la question, est-ce que la planète va mieux se porter si je fais ça ou ça ou ça? Donc, c'est ça. C'est un autre aspect là, qui est Très à important. prendre en considération. Pour les murs, j'irais autour de R. Ben, ça dépend pour une maison unifamiliale, on peut facilement atteindre, par exemple, R40. Je n'irais pas au-delà de ça. Ça devient absolument pas rentable, à moins, peut-être, d'avoir accès à, je ne sais pas, des matériaux, par exemple, presque gratuitement. Donc, avec un mur double ossature, on peut mettre l'épaisseur essentiellement qu'on veut. Bon, j'irais peut-être un peu au-delà de ça si c'était essentiellement gratuit, mais au-delà de R40, on ne rentrera pas dans notre argent, je pense, s'il faut payer pour les matériaux. Ouais. Pour le toit, à peu près la même chose. Je n'irais pas au-delà de 60, ça c'est sûr. Je n'irais probablement pas au-delà de 50. Ah OK, oui, hein? donc, Parce que Luc Mulderman, ben, ça fait 15 ans qu'il parle d'R 70, en tout cas pas plus que 60. pardon? Luc Mulderman, je pense que c'était R 70 qu'il mettait dans les années 90. Euh, ça commence à être moins payant au-delà d'R 60. En tout cas, on comprend. Oui, ben, c'est parce que, dans le fond, bon, on dit la chaleur monte. Dans un matériau, la chaleur ne monte pas, la chaleur va dans toutes les directions. Hum. Dans la pièce ici, la différence de température en hiver ou en été entre le plancher et le plafond est peut-être d'un demi-degré. Donc, je ne vois pas pourquoi je mettrais R30 de plus dans mon plafond que dans mes murs. En hiver, c'est Peut-être, plus qu'un demi-degré. pardon, En hiver, ça va être plus qu'un demi-degré au plafond par rapport au plancher. peut-être 0,6 degrés, pas même plus que ça. C'est pratiquement la même température. Ah ouais. Et si j'ai deux étages, peut-être qu'à l'étage supérieur, il va y avoir un peu plus qu'un degré de différence qu'avec le plancher de l'étage inférieur, mais sur un seul plancher, il n'y a pratiquement pas de différence. Mais il n'y a pas une énorme différence. Entre l'intérieur et l'extérieur, à travers mon mur, j'ai peut-être une différence de température de 40, même jusqu'à 50 degrés. Il fait 20 à l'intérieur, il fait moins 29 à l'extérieur. Il y a une différence de 49 degrés Celsius. Entre mon plafond qui serait, mettons, à 1 degré de plus, je t'accorde un degré complet. Là, OK? Au lieu d'être à 20, il est à 21. Puis l'extérieur est encore à moins 29. Donc, la différence entre
l'intérieur l'intérieur de la pièce et l'extérieur du mur. À travers le mur, c'est 49 degrés. Entre le plafond et l'extérieur, c'est 50 degrés. C'est 1 degré de plus. Est-ce que je vais mettre R30 pour une différence de 1 degré? OK. Non. En été, par contre, si, selon le type de matériaux qu'on a, ça peut surchauffer. Ça peut monter peut-être à, je ne sais pas, 60 degrés, mais il fait 20 en dessous. La différence de température est seulement de 40 degrés. Alors qu'entre l'intérieur et l'extérieur, en hiver, à travers le mur, c'est 49 degrés ou 45, en tout cas, c'est plus que 40. Donc, il y a pas vraiment de justification pour ce qui est de l'économie d'énergie. La seule justification qu'il y aurait, souvent, il y a un peu plus d'espace. C'est plus facile de mettre beaucoup, par exemple, de cellulose giclée là, qu'on va envoyer là, dans les combles. Donc, c'est presque le même prix passé de R50 à R60. C'est juste un petit peu plus de cellulose. Le gars qui est là pour gicler, il est déjà là avec tout son matériel. Ça coûte presque rien rendu là. Donc, ça, c'est la justification qui reste. Mais de viser, de laisser plus d'espace pour atteindre un R100, un R160, ça ne sert à rien. Mettez des meilleures fenêtres, étanchéisez comme il faut, puis le tour est joué, puis vous allez réduire votre pointe. Après ça, le peu d'énergie qui reste, bien là, peut-être considérer la géothermie. Elle va vous apporter de la clim en été. C'est de plus en plus important. Je pense qu'il commence à avoir une balance là, dans la région de Montréal entre l'été et l'hiver. La quantité d'énergie qu'on a besoin en chauffage commence à être égale à l'énergie qu'on a besoin d'enlever en été, en clim. Donc, ça commence à être très balancé. Donc, ça augmente l'efficacité de la géothermie. Ah oui, t'es sérieux, la clim va arriver près de la chaleur. Ben oui, c'est parce qu'en hiver, il y a une partie du chauffage qui vient de nous, les occupants, hein. On émet de la chaleur dans la pièce. Des On a appareils. toutes sortes d'appareils qui fonctionnent. Donc, il y a une partie du chauffage qui est là par le fait que je suis un occupant puis j'habite mon logement. En été, je suis là aussi. Donc, en hiver, ça réduit mon besoin en chauffage. En été, ça augmente mon besoin en clim. Puis quand le soleil rentre, les journées sont longues en été, il y a une opportunité pour le soleil de rentrer puis de créer beaucoup de surchauffe. En plus de la température qui peut être assez élevée, il y a une possibilité d'avoir beaucoup de surchauffe. Donc, euh, il, est- il y a une très grande possibilité qu'on va avoir besoin d'enlever beaucoup, beaucoup d'énergie en été. Euh, Puis ça J'entends. peut aller rejoindre à peu près l'énergie là, dont on a besoin en hiver en termes d'énergie totale. Ah oui, je ne réalisais pas qu'on s'approchait comme ça. Je sais qu'à Toronto, ils ont une pointe de chauffage. C'est comme une ville américaine. Toronto, c'est au sud. Oui, oui. L'été, ils ont une pointe de clim, je veux dire. Oui, oui, oui. Il ne faut pas oublier aussi, en été, l'air de l'extérieur est chargé de beaucoup, beaucoup d'humidité, énormément d'humidité. Puis ça, il y a un coût à ça pour enlever cette humidité-là, c'est de l'énergie latente. Donc, il faut la faire condenser. Quand ça condense, ça rejette de la chaleur. Donc, ça coûte plus cher juste déshumidifier. Ouais, Il y a cette composante-là aussi là, qu'il faut prendre en compte. Donc, intéressant. le- l'énergie qu'il faut enlever de la maison inclut l'énergie dans l'humidité là, qu'il C'est faut. ça, l'inconfort en été, puis tout le long de la plaine du Saint-Laurent, c'est vraiment le problème, l'humidité, effectivement. Dis-moi, Ouais. Donc, pour le toit, je pense que je n'avais pas fini ma ligne de pensée. Donc, si on a une surface assez foncée, donc le toit va surchauffer. Il peut y avoir effectivement une différence là, de plusieurs degrés entre l'intérieur et la surface du toit. Puis l'échange de chaleur se fait entre ces deux surfaces-là, dans le fond. Donc, c'est ça, ça peut augmenter le besoin en clim. Mais c'est ça, ça reste dans l'ordre de grandeur là, de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur en hiver. OK. Depuis longtemps, on dit souvent que des gens qui généralisaient, qui disaient si vous avez une maison qui ne dépasse pas 3 000 pieds carrés, si tu dépenses juste 2 000 et moins de chauffage,
ça ne sera jamais rentable, la géothermie. Quand est-ce que c'est rentable? Toi, est-ce que tu en mettrais dans une maison qui ne dépasse pas 3000 pieds carrés? Sans, Euh, sans subvention. à- Sans subvention, non. OK. Puis Ça prend des subventions. OK. Est-ce que ça vaut la peine qu'Hydro-Québec donne 45 000 et plus de subventions à des gens qui construisent des maisons énormes avec trop de vitrage? Est-ce que ce ne serait pas mieux de juste augmenter les tarifs pour ces gens-là qui consomment énormément? Peut-être qu'Hydro-Québec devrait mettre des conditions avant de donner la géothermie. Il doit y avoir d'autres choses de fait, d'autres mesures d'efficacité énergétique qui doivent être remplies. Si OK? vous voulez gaspiller votre énergie en ayant une maison complètement vitrée, ben, vous n'avez pas le droit à la subvention. Ben, ça, c'est pas moi qui fais les règles, là, mais Ouais. Ben, j'ai vu que le code limite à 30 le vitrage, je pense, maintenant, superficie exposée. ben, on peut en avoir plus en autant que globalement, on ne consomme pas plus que le code, mais moi, j'aime pas le fait que il y a des gens qui vont viser de répondre aux exigences du code sans plus. Le code, si on doit, si on construit et qu'on respecte le code, c'est pour ne pas entrer dans l'illégalité. On a le droit, par contre, d'aller beaucoup plus loin que le code. OK? Surtout que C'est le code va être un rehaussé. guideline, on peut aller plus loin et on devrait aller plus loin, que ce soit pour les murs, que ce soit pour les fenêtres, surtout les fenêtres, que ce soit pour le système de ventilation à récupération de chaleur, etc. L'étanchéité n'est même pas pris en compte dans le code. Mais il faudrait qu'on construise pour être très, très, très étanche avec des bons matériaux Ah oui, qui justement, vont Martin pas décoller. Mar- Pardon? Martin Roy me disait, lui, il siège depuis 15 ans sur le comité des codes. Et puis, ils vont publier le prochain code modèle qui va inclure les grands et les petits bâtiments. Et Québec se donne 2, 3 ans, je pense, pour l'adopter. Il y a quelques mois, Québec me disait que ça va être entre 2024 et 2027 que le code de construction va être rehaussé pour être d'efficacité énergétique. Donc, d'ici 3 ans, si vous construisez, votre maison va être désuète si vous respectez juste le code aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Ça Puis ça vaut ferait la peine. dépasser. On a fait, on vient juste d'écrire une étude, ben de réaliser une étude. On va probablement publier un article là-dessus bientôt, qui fait la démonstration que même avec les taux d'intérêt aujourd'hui, le surcoût sur une maison pas mal plus efficace euh, et complètement absorbé là, quand on tient compte des coûts d'opération. Là. Donc, l'énergie additionnelle qu'il faut, mais aussi la façon que ça fonctionne avec le tarif D d'Hydro-Québec. Il y a une première tranche qui est 6 cents et quelque chose, là, je ne me souviens plus exactement quoi. Et la deuxième tranche, après les premiers 40 kWh en moyenne sur une période de tarification d'environ 60 jours, là, ça monte à 10 cents et quelque chose. Ouais, 0,0. Donc, ouais, c'est ça les chiffres. Donc, si on reste dans la zone des premiers 40 kWh par jour, On reste à 6. ben, on sauve 3 cents et demi du kilowattheure pour toute notre consommation. Donc, ce que Et tu dis, donc, c'est qu'au début et la fin de l'hiver, il y a beaucoup de maisons performantes qui consomment moins que 40 kWh par jour. oui, mais en plein hiver, il y en a. Si on suit le code, en plein hiver, on va consommer. Parce qu'il n'y a pas juste le chauffage, là, il y a la consommation d'eau chaude, il y a l'éclairage, euh, les électroménagers, etc. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on on consomme quand même beaucoup d'énergie hein, dans nos maisons au Québec, si ce n'est que parce qu'on est toujours en train de charger des appareils, ça ne consomme pas tant que ça, mais il y en a beaucoup. Donc, ça finit par s'additionner. Donc, c'est ça, si on reste dans la zone la moins chère, ben, c'est pas mal intéressant. Tu sais, le tour est joué. Hein. Du coup, on réduit
simultanément, on réduit notre pointe parce qu'on a réussi à consommer peu durant la période. Donc, ça veut dire que la consommation instantanée a probablement été relativement faible durant toute la période. Donc, c'est ça, il y a comme un sweet spot là, de rester dans la première tranche et de ne pas trop faire d'incursion à l'intérieur de la deuxième tranche durant la période hivernale. Ça peut nous sauver pas mal d'argent. C'est pas mal un cadeau qu'Hydro-Québec nous a fait parce que pendant plusieurs années, depuis toujours, je pense que c'était 30 kWh le tarif Oui, de premier niveau, consommation quotidienne. Là. Puis je pense qu'ils ont tenu compte du fait que les gens ont de plus en plus d'appareils. Et donc, effectivement, c'est là que l'isolant et l'étanchéité, les meilleures fenêtres qu'on rajoute, c'est là que ça va se payer si on les facturait à 6 sous et demi plutôt que 10 sous avant taxe. exact. Puis en même temps, il y a une question de confort. Donc, il y a des impondérables là, qui Ouais. rentrent en ligne de compte. Donc, quand on a une maison qui consomme peu d'énergie, il y a un phénomène là, qui est très intéressant, c'est qu'habituellement, la température va être assez constante dans le temps et spatialement. Donc, on va se promener à l'intérieur de la maison, puis c'est la même température. En fait, je dirais que dans des maisons quand même assez performantes, ça ne vaut même pas la peine d'abaisser la température la nuit, parce que la température n'aura pas le temps de baisser Ah, avant que ce soit le temps de la ramener. oui, Puis c'est ça vrai, il y a crée quelqu'un des qui me pointes. disait ça. Oui, on m'a dit, tu peux Pardon? éteindre. C'est vrai, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, il éteignait le chauffage la nuit, puis ça baissait de 2 degrés dans une maison très performante. Là. C'est De minime. 2 degrés? 1 à 2. Oui, parce que dans une maison vraiment performante, là, ça ne baissera pas du tout. Et Ah, c'est- une anecdote, quand je prenais un cours là, sur les maisons passives, on avait visité une maison où il y avait eu éventuellement une panne du système de chauffage. Puis la dame qui habitait là s'en est rendue compte une semaine plus tard, en plein hiver. ouais. Donc, pourquoi? Ben parce que c'était en panne, il n'y avait plus de chauffage, mais la température restait encore assez stable. Donc, juste le fait d'avoir des appareils, sa présence, Le soleil. des électroménagers, probablement comme des écrans d'ordinateur, ça donnait assez de chaleur pour faire en sorte, puis quand le soleil était présent aussi, donc ça réchauffait et ça faisait en sorte que la température restait assez stable. Éventuellement, ça finit par descendre, plus il fait froid dehors, plus c'est nuageux, il y a moins de soleil, ça Ouais. finit par avoir un impact. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est très intéressant d'avoir une maison comme ça parce que ça donne une résilience à la maison qui est Avec les euh, plantes fréquentes. intrinsèque à la maison. On n'a pas besoin d'un système additionnel au cas où il y aurait une panne d'électricité d'Hydro-Québec qui dure plusieurs jours. Ça arrive, ça risque d'arriver de plus en plus fréquemment à cause des aléas climatiques. Euh, quand, quand on a une maison qui est très, très bien isolée, il peut y avoir plusieurs jours d'affilée où il va y avoir un couvert nuageux. Absolument, c'est un peu plus doux quand c'est nuageux. Donc, la température ne va pas trop chuter. Puis, dès que le soleil va se montrer, la température va remonter. On peut durer vraiment assez longtemps comme ça sans être en péril là, de devoir être chassé, se trouver un refuge pour subsister durant cette période critique. Donc, si on a juste peut-être une petite batterie, quelque chose pour faire fonctionner le réfrigérateur, quoi qu'on peut toujours mettre la nourriture à l'extérieur parce que c'est l'hiver. Euh, Il y a donc, des c'est ça. Il panneaux. y a moyen de survivre. Pardon? On a des pannes par temps chaud aussi. On a eu le déret de chaud, entre autres au mois de mai. Oui, là, mettez pas la nourriture à l'extérieur. Ah, mais c'est clair, oui, qu'on va avoir de plus en plus de pannes. En tout cas, il y a beaucoup de rattrapage à faire dans l'entretien du réseau. J'attends des nouvelles de Denis Tanguay, l'ancien directeur général de la Coalition canadienne d'énergie géothermique, qui, lui, va être plutôt lapidaire à l'endroit d'Hydro-Québec. Selon lui, ça ne vaut pas la peine de mettre autant d'argent dans la géothermie en nouvelle construction.
C'est quoi ton avis de ce côté-là? Et l'autre chose, c'est que l'entrepreneur à qui j'ai parlé me disait, ben, c'est une vraie farce, il nous en donne presque trop, puis on ne va pas fournir, il va y avoir tellement de demandes. Les entrepreneurs font exploser les coûts, ils jouent, bon, il y a une subvention, on peut monter les coûts. Et Martin Roy me disait que les coûts de forage sont déjà faramineux. Il y en a par contre qui ont des techniques comme chez Géothermix et d'autres géoconsultants qui me disaient qu'ils vont forer en étoile, en diagonale et puis ça coûte moins cher, là. Donc, sur les coûts de forage, il va falloir être très sévère de ce côté-là. Mais penses-tu qu'Hydro-Québec donne trop d'argent de ce côté-là? Est-ce que tu devrais mentionner autre chose? J'ai une Moi, j'aimerais juste qu'ils trouvent une façon d'attribuer les subventions de façon à ce que ça n'influe pas sur le- le- les coûts euh, qu'éventuellement tout le monde va devoir payer. C'est sûr que ça risque d'avoir une pression, on risque d'avoir une pression à la hausse des coûts. C'est ce qu'on a vécu avec les thermopompes, là, avec le programme Chauffe-et Vert. Euh, donc, au début, en fait, je pense que les premiers qui vont euh, essayer de profiter du programme vont payer un prix juste. Ils vont vraiment profiter de la subvention. Au fur et à mesure que les gens vont s'y intéresser, les prix vont augmenter. Puis, dans quelques années, la subvention au complet va avoir été absorbée par l'augmentation des coûts. C'est ce qui est arrivé avec les thermopompes. quand la subvention est retirée, ça tue l'industrie ou ça fait mal? Pardon? Et quand le programme cesse, quand la subvention est Ah, retirée, oui, oui. là, c'est l'industrie qui... Oui, en fait, dans le fond, c'est drôle la façon que ça fonctionne, mais ça devrait avoir un effet contraire à ça. Le fait d'encourager, ça devrait créer une demande qui pourrait encourager justement d'autres fournisseurs. Donc, ça pourrait encourager plus de compétition, ça pourrait faire descendre les prix, ça pourrait encourager ceux qui offrent des services de forage d'avoir des meilleurs systèmes qui permettent d'être plus efficaces, d'abaisser leurs coûts euh, et donc de pouvoir fournir davantage. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est peut-être que le marché n'est pas assez grand. Ben, c'est Euh, que ça va gonfler la demande, mais quand la subvention va être retirée, la demande va s'écrouler et là, les entreprises vont faire quoi pour payer leur système et leurs employés? ouais, mais d'habitude, quand le gouvernement intervient pour stimuler une demande comme ça a un effet d'entraînement qui fait que éventuellement ça peut diminuer les coûts. Mais bon, l'économie, c'est un domaine assez complexe, là. On ne sait pas exactement comment ça peut se dérouler. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais j'aurais tendance à croire que ça va plutôt encourager l'augmentation des prix. Ouais. Alors, si tu te construis demain une maison de 3 000 pieds carrés, mets-tu de la géothermie? Une maison de, Si tu te construis ta maison, là, ta prochaine maison, si elle avait 3 000 pieds carrés, mettrais-tu de la géothermie? 3 000 pieds carrés ou moins? si j'avais, mettons, 2500 pieds carrés, euh, je pense pas. Ce que je ferais, moi, ce serait d'avoir une très, très bonne enveloppe, à peu près comme ce que j'ai décrit tantôt. J'aurais de l'aérothermie, puis Thermopompe. durant les pointes, j'aurais un poêle au granule. J'aurais peut-être même deux poêles au granule pour C'est bien envoyer la chaleur. Un poêle au granule, c'est pas très cher, en fait. Et c'est très, très, très efficace. Ça donne vraiment beaucoup de chaleur. C'est très puissant. Euh, prend des batteries pour les c'est pannes. joli aussi. Il y a deux, Pardon? il y a deux, trois moteurs électriques, donc ça prend des batteries pour les pannes d'électricité. Oui, à la limite, oui. Mais c'est ça, je trouve que c'est une très, très belle technologie. C'est joli, ça sent bon quand ça fonctionne. C'est très puissant.
et ça n'a aucun impact sur la pointe d'Hydro-Québec. Puis ça, si c'est juste pour subvenir à quelques heures par année, je pense que pour une maison isolée là, qui serait pas, qui n'aurait pas comme un mini réseau de chaleur avec d'autres maisons du voisinage, je pense que c'est une solution qui serait assez idéale. OK, parce que là, c'est vraiment pour la pointe, pour les grands froids qu'on a C'est besoin. juste pour la pointe, oui. OK. Les Ouais. arguments de l'industrie de la géothermie, c'est que le système va durer plus longtemps parce que la thermopompe est dans la maison plutôt que dehors. C'est le même coût de système, sauf qu'il y a peut-être un 3000 de plus pour pomper le glycol dans le sol. Le surcoût, c'est le puits, Le la poutre. forage. Et ce qu'on dit, c'est que là, on peut passer, si on économise 30 sur un hiver en coût de chauffage avec le RR, en géothermie, c'est 50, 60, 65 le, Si on économise 1000 dollars de plus pour un surcoût de 20 000 dollars, que ça vaut la peine si on regarde la maison à long terme. C'est un peu... Et l'autre chose, il disait que si la maison est très performante, là, ben, tu n'as pas besoin d'éteindre ton système en période de pointe. La demande est tellement faible que la géothermie peut subvenir, même passer à travers presque 100% des besoins, même par grand froid. Ben, tu vois, moi, je construirais ma maison de façon à ce qu'en période de pointe, j'éteins tout. Puis à la fin de la période de pointe, la température va avoir descendu de 0,1 degré Celsius peut-être, même pas. Et donc, les pointes, là, quand la pointe que je voudrais éviter, c'est quand il fait vraiment froid à l'extérieur. Ça peut arriver la nuit, ça peut arriver une fin de semaine. C'est pas nécessairement les pointes là, fines d'Hydro-Québec qui arrivent entre 6 heures et 9 heures le matin, puis 4 et vers 8. l'heure du souper là, de 4 heures à 20 heures, de 16 heures à 20 heures. Euh, Ça serait pour éviter mes propres points. Et donc, avec une maison suffisamment bien isolée, avec une enveloppe vraiment performante, il n'y en a pas de problème de pointe. La pointe, en fait, la pointe que je risque d'avoir, c'est en utilisant, en consommant de l'eau chaude. Et la géothermie peut permettre de produire de l'eau chaude aussi. Mais bon, là, je m'arrangerais pour ne pas consommer de l'eau chaude durant les pointes d'Hydro-Québec, par exemple. Peut-être avoir un chauffe-eau à 3 éléments. Euh, mais c'est ça. La géothermie, pour une maison individuelle, euh, je pense que c'est difficilement justifiable. Puis on peut trouver des solutions qui sont tout à fait élégantes. Tu sais, une maison passive à -25 degrés Celsius à l'extérieur, normalement, on peut chauffer ça avec un séchoir à cheveux. Okay? C'est à peu près la puissance qu'on a besoin, à peu près 1500 watts. Donc, il y a toutes sortes d'intérêts d'avoir une maison qui est vraiment performante comme ça. On n'a plus besoin de mettre des plaintes électriques sous chaque fenêtre. Je trouve qu'il n'y a à peu près rien de plus affreux là, dans une maison que d'avoir beaucoup de fenêtres sur le long des murs, mais une plainte électrique en dessous de chacune. Donc, c'est- visuellement, euh, c'est pas très harmonieux, mais aussi ça empêche là, de placer les meubles de certaines façons. Ça empêche d'avoir des rideaux, par exemple, qui vont jusqu'au sol. Ça empêche différentes choses. Euh, donc, ça, c'est un des aspects là, cachés je pense, d'une maison vraiment performante, c'est que Les ça fenêtres performantes. permet d'éliminer certains des, euh, des facteurs là, qui sont absolument essentiels dans une maison euh, traditionnellement conçue. Jean-Pierre Finet conseille d'interdire les plaintes électriques dans les maisons neuves. Tout le monde devrait avoir des thermopompes. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Euh, comme système principal, en tout cas. OK. Ben, les plaintes électriques, absolument, là où il y a une fenêtre, absolument, il faut qu'on ait une source de chaleur pour empêcher la convection le long de la fenêtre là, de venir L'air créer un inconfort. l'air froid qui descend. Oui, c'est ça. Donc, l'air ambiant qui touche à la fenêtre se contracte, ça descend, ça fait comme une espèce de force motrice. Il y a de l'air qui descend jusqu'en bas jusqu'au plancher, puis ça va éventuellement euh, se, se déplacer là, jusqu'aux pieds des personnes qui sont assis tout près. Ou si on est assis près de la fenêtre, on va le sentir dans notre cou. Donc, un courant d'air, un peu comme s'il y avait une fenêtre ouverte. Ça, c'est avec des fenêtres ordinaires qui ne sont pas super performantes. Oui, c'est ça. Donc, ça prend de la chaleur qui est envoyée sur la fenêtre. Puis c'est un peu contre-intuitif parce que c'est justement la fenêtre qui a le coefficient de déperdition le plus élevé. Donc, plus la température du côté intérieur de la fenêtre est élevée par rapport à l'extérieur, plus il y a de perte de chaleur vers l'extérieur. Et c'est justement, on les chauffe, on les surchauffe, les fenêtres, pour empêcher la convection. Si on a des fenêtres assez performantes, la convection est complètement stoppée, même s'il fait très froid dehors. Donc, il n'y a plus de condensation dans les fenêtres, il n'y a plus de glace qui se forme sur la fenêtre ou sur le cadre de la fenêtre. Puis mieux que ça encore, il n'y a carrément plus de convection le long de la fenêtre. Puis il n'y a plus non plus comme l'inverse de la radiation chaude quand on est devant une surface chaude. Quand on est devant une surface froide, on la sent même de loin. Donc, ça aide beaucoup le confort. Donc, si on a des bonnes fenêtres, effectivement, on n'a plus besoin de plaintes électriques réparties tout partout. Mais rendu là, on n'a pas besoin de beaucoup de chauffage, on n'a plus besoin de géothermie. Ouais. On vient de régler le problème à la géothermie. On a juste à prendre une bonne enveloppe, des très bonnes fenêtres. Très bonnes fenêtres, c'est au moins triple vitrage. Pas nécessairement super dispendieuses. Il y en a des très, très, très chères. Il y en a qui sont juste un peu plus chers que leur modèle similaire là, à double vitrage. Vous avez un beau Euh, répertoire pour l'achat des fenêtres chez Cohabitation, hein, un répertoire. Pardon? Vous avez publié un beau répertoire pour acheter des Oui, fenêtres il date un peu maintenant, mais oui, on avait un répertoire de. meilleur rapport qualité-prix. Ouais. Oui, c'est ça. L'autre question qui est soulevée, dans le fond, c'est que la géothermie, c'est du luxe, c'est des riches qui vont installer ça. Est-ce qu'Hydro-Québec devrait donner des subventions de 45 000 à des gens qui se construisent des maisons de 4 000 pieds carrés, 10 000 pieds carrés? C'est ça qui va se produire? Oui. Là, il y a une question, je sais pas si c'est une question d'éthique ou il faut se poser des questions. Effectivement, pour que ça vaille la peine, il faut que la maison consomme beaucoup. Pour que la maison consomme beaucoup, il faut qu'elle soit très spacieuse. Quand elle va être spacieuse, elle va coûter cher, donc c'est juste les riches qui vont pouvoir se la permettre. Donc, il y a quelque chose d'un peu, je dirais, malsain dans le portrait général. Je pense qu'Hydro-Québec veut bien faire. Euh, il y a peut-être, je ne sais pas, faudrait tweaker un peu l'offre là, pour que ça fonctionne bien et que ça ne crée pas des problèmes éthiques. Des distorsions dans le marché, comme on dit. Oui, exactement. Mhm. Ben, c'est vraiment intéressant. Tu me donnes tu me donnes pas le coup, mais tu me fais toujours tu me fais réfléchir. Est-ce que je devrais écouter mon sixième rapport évaluation Réno-Climat qui disait change tes fenêtres parce qu'ils ont 25 ans, mes fenêtres, c'est des belles fenêtres de fibre de verre dehors et de bois à l'intérieur. C'est Intégrité, le modèle de Marvin. Mais c'était une usine robotisée, donc c'est un vitrage standard pour un climat moyen, peut-être l'État de New York, disons. Et je me suis chicané en 98 quand on a construit avec le représentant de Marvin qui voulait que je les mette dehors. Moi, je dis non, non, on est en partie chaude, puis j'ai cédé, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, sur des chantiers, on prend des décisions bébêtes comme ça.
quoi que Luc Millerman, tu m'as dit, ah, c'est correct, dehors, il n'y a pas une grosse différence, puis tu as moins de risque d'infiltration d'eau sur ton seuil, en tout cas. Hmm. Et j'ai un peu, quand il fait très froid, j'ai un peu de glace. J'ai changé une fenêtre, ma grosse fenêtre de salon, pour Alpine, qui est similaire, fibre de verre et bois, vitrage quadruple Ah, OK. à 8 avec un beau confort. Mais j'ai fait peinturer toutes mes vitres avec l'enduit, là, comment est-ce qu'on l'appelle? Euh, Ça équivaut à un je- vitrage triple. Oui, oui. Et comme, Je suis pas sûr que ça équivaut à un vitrage. Non, ça équivaut pas à un vitrage. hey, c'est ce qu'ils prétendent, mais je n'y crois pas vraiment parce que la différence, Non. j'ai pas vu 15 d'économie de chauffage instantané comme ils m'ont promis. Ouais, ouais, non, non. Ça aide un peu. Ça aide surtout en été, en fait, Ça compte les à, gains. à baisser le besoin en clim. Mm. Euh, mais bon, dans le cas où il y aurait des fenêtres qui seraient fixes, euh, quand j'étais petit, on ajoutait des fenêtres à l'extérieur, là. On appelait ça Aussi, les des contrôles, châssis doubles. c'est double, ouais. Donc, en été, on avait du vitrage simple. Puis, Ouais. quand arrivait l'automne, mon père passait autour de la maison puis il rajoutait la partie double. J'ai posé que je les enlevais quand j'étais ado. OK. Euh, donc, ça pourrait être une solution au moins pour les fenêtres fixes, de rajouter quelque chose. Il faudrait que ça soit rajouté à l'extérieur, là, pour déplacer le point de rosée, disons, vers l'extérieur. Euh, Que ça existe, donc, des choses qu'on peut mettre temporairement dehors, parce qu'il y a les pellicules qu'on sèche justement avec un séchoir de 1500 watts à l'intérieur. Je faisais ça dans ma maison pièce sur pièce à Saint-Donat, ouais. hausse double, là, à petits carreaux. Là. Mais dehors, y a-t-il des produits qu'on peut mettre pour l'hiver? Ben, ça faudrait que ça soit quelque chose probablement genre fait sur mesure. Une autre main. Malheureusement, c'est très cher. C'est Ben ouais, presque. faut pas à peine. Ouais. Euh, J'avais voulu faire quelque chose comme ça avec, par exemple, du plexiglas, mais je n'avais pas les moyens là, pour le transporter. C'est des grosses feuilles. Si on le fait couper, ça revient vraiment cher. Donc, je pense qu'il y aurait des méthodes pour faire ça, pour les fenêtres fixes, de juste rajouter une couche, euh, surtout à l'extérieur, là, puis s'arranger pour avoir au moins un triple vitrage en bout de ligne. Ouais, Euh, Puis on n'aurait jamais pu, sur ces fenêtres-là, on n'aurait jamais plus le problème là, de condensation ouais. Mais je pense que et c'est de déjà. formation de glace. Ouais. Mais ce que tu as mentionné, le vitrage triple minimum, puis minimum, mais le G-Star, c'est la leçon, mais aussi le surdimensionnement. Je pense qu'il y avait une étude du fédéral, encore de Narcan, sur ce Canada, qui disait qu'on peut ne, ne pas dépasser 8 du mur sud en fenestration, et c'est suffisant parce que c'est à 10 et plus là, qu'on va peut avoir des surchauffes et qu'on a besoin de dépasser des milliers de dollars de masse thermique pour l'accumuler, pour ne pas avoir de l'inconfort. Ouais. Mais il y a des solutions comme relativement simples à ça. Euh, c'est c'est des guidelines généraux. Quand on étudie un projet, il faut l'étudier dans le particulier et non dans le général. Ça dépend de l'orientation de la maison, etc. Hein. C'est plus au Ça sud-est. dépend. On a besoin des gains solaires en hiver, c'est au sud-est, plus qu'au sud-ouest, par exemple. Excuse-moi? Je dis que, évidemment, chaque maison est un cas unique selon l'orientation, par exemple. Les gens doivent comprendre que c'est mieux de mettre plus de vitrage au sud-est qu'au sud-ouest, parce qu'en hiver, on veut profiter de la chaleur du matin et éviter de surchauffer la maison à l'ouest le reste de l'année. Euh, je pense que c'est assez symétrique. La seule différence entre l'Est et l'Ouest, c'est que quand le soleil est rendu à l'Ouest, la température de l'air a augmenté parce qu'on est déjà rendu en soirée. Mais il n'y a pas, du point de vue de la maison, ça ne fait pas beaucoup de différence. Euh, euh, la seule chose, c'est qu'il faut s'arranger pour que quand on veut que
cesser les gains, parce que c'est l'été, on ne veut pas de surchauffe. Il faut trouver une façon là, de bloquer le soleil de l'extérieur, donc avant que le soleil fasse son dommage à l'intérieur. Mais si on laisse le soleil, du côté est, si on laisse le soleil rentrer le matin, ça surchauffe aussi. Ça peut monter dans la pièce où je suis. Moi, je suis plein est. Puis sans protection, ici, ça monte en été, ça monte à 40 et plus là, dans la pièce. T'es à Donc, il faut bloquer le soleil. Es-tu à Montréal? Oui, oui, je suis à Montréal. Ça monte jusqu'à 40. Plein est, Aïe, aïe. c'est ça, ouais. En été, pas, ça n'arrive pas souvent, là, mais Non. quand le soleil est en plein là, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'empêcher. Donc, il faut trouver des solutions, bloquer avant que le soleil rentre, mettre quelque chose devant la fenêtre pour. J'ai visité une belle maison passive à Ottawa, puis j'avais un store extérieur comme ça de chez Home Depot. Comment il s'appelait? Vraiment pas cher, là, que tu pouvais monter, descendre avec une manivelle manuelle. Euh, Chinook, je pense qu'il s'appelle. En Europe, ils l'ont l'affaire, hein. Ils ont des volets là, qui Coolaroo. C'est, ferment. ça s'appelle Coolaroo. Coolaroo. OK. 165 pour 10 pieds par 8 pieds. Il n'y a pas de photo, malheureusement. Oui, on l'a ici. Je vais te montrer ça. C'est vraiment intéressant. Euh, et donc, dis-moi, en conclusion, Denis, si tu avais été concepteur du programme Logivert en construction, est-ce que tu as eu le temps de regarder les offres de ce programme-là? Euh, Non. il y a plus d'argent ailleurs. OK. Euh, En fait, je ne sais pas si ont mis tous les détails en termes de dollars. Fait que ici, c'est la ici, c'est le RR, 140 dollars. Thermopompe très haute efficacité, 140 dollars. Donc, euh, mais c'était quoi, 750 dollars pour la géothermie. Euh, 15 000 ici pour l'échange. OK, ça, c'est pour tout. Accumulateur de chaleur, thermopompe et échangeur d'air. Ils vont donner 15 000 quand on fait les trois. C'est quand même intéressant. Parce qu'ils donnaient 10 000 déjà pour l'accumulateur de chaleur. Puis là, donc, ils vont bonifier 15 000 ça, c'est quand même assez intéressant. Mais ici, la géothermie, 750 par 1000 BTU. Et puis, 22 000 si on faisait à nouveau, je ne sais pas c'est quoi la différence. Il y avait même capteur solaire. En tout cas, je t'invite à la regarder, à le commenter. Mais toi, si je te disais qu'est-ce qu'au Québec devrait subventionner le plus agressivement, ce serait quelle mesure? Parce qu'il n'y a pas de infiltrométrie, par exemple, comme dans Nouveau Renault Climat. Penses-tu que le programme Logivert va nuire au programme Renault Climat? Parce que les gens ont intérêt à faire le test d'étanchéité qui n'est pas obligatoire dans Logivert, mais qui l'est dans Renault Climat pour avoir les subventions. Ben, je ne sais pas, je connais pas le programme, là, mais peut-être que c'est Pas relativement d'infiltro. complémentaire. Dans le Euh, il n'y a pas le d'infiltro. test d'étanchéité vaut toujours la peine, en autant que les gens puissent agir là, pour réduire les infiltrations. L'infiltration, ça a des conséquences aussi là, qui sont assez importantes, incluant l'inconfort, Et incluant le surcoût, mais aussi la pluie euh, aussi qui peut. autant il y a d'air qui rentre, il y a de l'air qui va sortir. Ça va être de l'air chaud et humide qui va se condenser quelque part dans le mur. Donc, ça peut causer des problèmes dans le mur ou dans le toit. Il Donc, y a ça aussi peut causer le des problèmes. risque, Donc, l'étanchéité vaut la peine. ouais, il y a aussi le risque d'infiltration de pluie si l'air peut passer. On peut- Peut-être un petit peu moins. L'air passe à travers des fissures que l'eau ne pourrait pas, à moins d'être vraiment sous Avec un bon pression. vent. Oui, avec un bon Avec vent. ouais, un gros vent. Oui, dans une certaine mesure, mais pas nécessairement. Euh, mais s'il y a une chose qui devrait être subventionnée le plus, selon moi, ça devrait être les fenêtres. Mais
ça ne devrait pas être, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, ça l'était avant. Euh, c'est- c'est- on- il y a une subvention euh, dès qu'on dépasse une certaine valeur là, de résistance thermique pour la fenêtre ou qu'on est en dessous de la valeur U de la fenêtre, le coefficient de déperdition thermique. euh, je pense que ça devrait être progressif. Donc, si tu améliores le U de tel pourcentage, tu as le droit à tel montant. Si tu améliores le U de tel autre pourcentage, tu as le droit à tel autre montant. Pour encourager les gens à aller un peu plus loin. Ouais, c'est Euh, intéressant ce que tu parce dis là, parce que que c'est juste par exemple, le U selon le code pour une résidence, c'est grosso modo, c'est à peu près un U de 2 watts par mètre carré Celsius, degrés Celsius ou Kelvin. Euh, donc, ça, c'est le U typique pour une fenêtre euh, qui est acceptable selon le code. Puis la subvention, à ce moment-là, ça va être si on a un U en bas de, mettons, je pense que c'est 1,6. Euh, mais si j'ai la même subvention que j'ai à 1,6 ou à 1,2 ou à 1 ou à 0,8, je suis bien d'aller à 1,6. C'est ça qui va me coûter le moins cher pour la même subvention. Donc, je pense que ça serait bon là, que ça soit incrémental et que ce soit à ce moment-là plus avantageux encore en allant beaucoup plus loin. c'est un bon point que tu fais. Pour les gens qui ne savent pas, il y a le programme fédéral Maison plus verte qui est jumelé à Réno Climat, le programme québécois qui va gérer les deux subventions fédérales provinciales. Puis, au niveau des fenêtres, je pense que c'est juste 50 peu importe la fenêtre, tant qu'elle soit Energy Star, 50 par ouverture. Non, 125. Euh, Bon, la valeur rue. Euh, indépendamment de la valeur U. et les plus éco-énergétiques, c'est 250. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, les gens n'ont pas accès à ça dans le programme d'Hydro-Québec. Pour avoir accès à ça, et également, il y a d'autres subventions vraiment intéressantes. Il y a les thermopompes là-dedans et la géothermie le programme fédéral. Il y a même les panneaux photovoltaïques, le système PV. Il y a les mesures de résilience, les membranes, toiture, fondation et même les batteries. Euh, pour avoir accès à toutes ces subventions-là jusqu'à 5 000 il faut s'inscrire au programme Réno Climat du Québec et qui exige qu'on fasse l'évaluation énergétique avant et après travaux. Ça inclut un test d'infiltrométrie avant et après travaux. Donc, si vous faites des travaux, vous voulez aller chercher la subvention d'Hydro-Québec, ça vaut quand même la peine d'aller chercher les subventions fédérales provinciales, notamment pour les batteries ici. Du fédéral, il y a 1 000 qui est offert. C'est pas très généreux, mais c'est mieux que rien. Mhm. Ben, Denis Boyer, ingénieur et directeur de l'efficacité énergétique à Cohabitation, c'est vraiment fascinant. On a dépassé notre heure parce qu'il y a Ah, déjà, tellement de ça passe vite, sujets. hein? Quand on parle d'efficacité énergétique, on a beaucoup de choses à dire. Oui, oui, surtout c'est la première fois qu'on fait une entrevue enregistrée comme ça, mais je pense que ce n'est pas la dernière. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps précieux, Denis. Bien, ça me fait plaisir. J'espère que j'ai répondu à quelques-unes de tes questions. Tout à fait. Au revoir. OK, au revoir.